Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue ici dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, il signe son compte Twitter de la phrase « Le pouvoir de l'imagination ». Eh bien ça tombe bien puisque Tchepo-Lenkoé n'en manque pas. Découverte de ce jeune espoir scientifique sud-africain, c'est à suivre. Notre historienne de l'art, Jeanne Dreyfus, a une idée derrière la tech. Et Jeanne, aujourd'hui, tu nous emmènes dans l'espace. Et oui, tout à fait. Je vais continuer à vous parler d'artistes et d'espace. Et ils sont patrons et patronnes, héroïnes de l'économie, licornes ou encore pigeons. Et pourtant, un entrepreneur sur 10 a moins de 25 ans en France. Mais qui sont-ils vraiment? Et puis d'ailleurs, tiens, entrepreneurs et entrepreneuses, c'est un vrai métier? On pose la question à deux d'entre eux, des stars de l'écosystème numérique. En plateau avec nous, Frédéric Mazella. Frédéric, vous êtes le fondateur de Blablacar, co-auteur de Mission Blablacar, les coulisses de la création d'un phénomène. C'est aux éditions Erol. Bonjour. Et en duplex, Sandra Ray, Sandra, CEO et fondatrice de Glowy. Bonjour Sandra. Bonjour. Mais d'abord, focus. C'est un adolescent qui a déjà 5 pas d'avance sur le futur. C'est aussi le nom du projet qui l'a propulsé au rang de jeune scientifique le plus prometteur d'Afrique du Sud. Génération Talent, c'est tout de suite avec Édouard Degnaud. Tchepo-Lenko est un jeune Sud-Africain. En 2020, à l'âge de 17 ans, il remporte le prix du meilleur projet de recherche scientifique lors de l'Africa Science Busters Festival. Ce concours scientifique se déroule chaque année et réunit près de 600 élèves et professeurs africains. À cause de la crise sanitaire, le concours s'est déroulé en ligne en 2020 et a donc rassemblé 175 adhérents à travers le monde. Parmi les participants, Lenko fait la différence et se démarque avec son projet d'analyse 5 Steps into the Future. Le projet scientifique de Tchepo-Lenko est la création d'un parapluie qui transforme l'énergie solaire et éolienne en énergie électrique. Et pour tester ses recherches, il fabrique un modèle qu'il utilise pour ses expériences. Pour ce projet, Tchepo-Lenko gagne la somme de 1 600 €. Mais ce n'est pas la première fois qu'il se distingue lors de concours de jeunes talents. En 2019, il décroche la médaille d'or à l'Escom Expo de Bloemfontein, une compétition scientifique en Afrique du Sud. Un vrai projet novateur qui montre une nouvelle fois l'imagination débordante de nos jeunes générations à travers le globe. Le directeur de l'Escom Expo, Pars Chetty, est fasciné par les projets des adhérents. Selon lui, grâce à leur travail acharné, ces jeunes scientifiques se préparent à un avenir meilleur. Un grand pas vers le futur de la science, exploré par et pour nos jeunes d'aujourd'hui, qui représentent le futur de demain. Et retour en plateau évidemment pour l'école du futur. On est toujours avec Frédéric Mazella ici, notamment en plateau. L'amour de la science, ou en tout cas avoir envie justement de pouvoir innover, ça prend très tôt. Ah oui, la créativité surtout, je pense que c'est assez naturel quand on est tout petit, hein. Il y a des statistiques qui montrent que 98% des enfants de moins de 5 ans sont considérés comme ultra créatifs, quand seulement 2% des plus de 25 ans peuvent l'être. Donc en fait, les enfants sont beaucoup plus créatifs. Il y a des tests qui montrent que quand on donne par exemple un trombone à un enfant, il trouve 200 manières de l'utiliser, quand un adulte ne trouve qu'à peu près 10 ou 15 manières de faire quelque chose avec un trombone. Et Donc, c'est ce genre de test Ouais. qui montre que les enfants sont extrêmement créatifs. Ceux qui peut-être arrivent à l'âge adulte à utiliser des trombones, ce sont les entrepreneurs et les entrepreneuses. Qui sont-ils vraiment? On en parle tout de suite. Près de 996 000 entreprises ont été créées en France en 2021, des chiffres INSEE qui soulignent une année record malgré la crise sanitaire et malgré les embûches parfois. Alors demain, toutes et tous entrepreneurs. Et ça veut dire quoi exactement aujourd'hui, Frédéric Mazella? Ça veut dire qu'on a la possibilité d'aller quelque part se libérer et d'aller créer des nouvelles choses. Je pense que c'est ça avant tout, être entrepreneur, hein, c'est vouloir créer quelque chose qui n'existe pas encore. Et puis être prêt à aller débroussailler un petit peu tout, ne pas avoir peur des obstacles, être extrêmement optimiste aussi. Parce que si on n'est pas optimiste et si on n'a pas la mission chevillée au corps, je pense qu'on ne passe pas tous les obstacles, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal. Sandra Ray, l'entrepreneuriat, c'est l'école de l'optimisme alors? Oui, en tout cas, effectivement, je suis bien d'accord avec Eric. S'il n'y a pas d'optimisme, s'il n'y a pas une passion qui nous anime, malheureusement, on ne peut pas à être. L'école de l'optimisme, je ne sais pas, parce que je pense qu'il faut l'être profondément et pas l'apprendre sur le tas. Il faut voir chaque challenge comme une opportunité de se passer et de trouver des solutions plutôt que comme un frein, finalement. Et
Et alors, justement, qu'est-ce qui vous a envie de vous lancer tous les deux? Frédéric, vous avez lancé Blablacar en 2006. Pourquoi se lancer dans ce projet fou? Parce que je trouvais que l'idée méritait tout simplement d'exister. Et je me suis dit, si cette chose-là existait, donc la possibilité de réserver une place dans une voiture, eh bien je l'utiliserais. Parce qu'en fait, je me déplaçais moi-même beaucoup. Et je n'avais jamais entendu parler de cette possibilité-là. Et j'en ai eu besoin en fait. Il se trouve que j'ai fait finalement le trajet dans la voiture de ma sœur, mais mais si j'avais pu réserver en ligne, je l'aurais fait de la même manière. Et en fait, le simple fait que je me dise que cette chose-là devait exister et que si elle existait, je l'utiliserais, m'a motivé à le créer en me disant, bon, je suis quelqu'un de normal, donc il y a beaucoup de gens normaux, donc il y a beaucoup de gens qui voudront utiliser ce service-là. Mais justement, quand je repense à Blablacar, on se dit que rendre tendance et durable le covoiturage, vous avez été un des premiers à y penser. Pour Sandra notamment, qu'on va retrouver dans un instant, Glowy, pour booster les propriétés luminescentes des micro-organismes, pour générer de la lumière justement dans les villes, dans les jardins, pour les voiries, là aussi c'était une toute première. Il faut avoir raison très tôt pour pouvoir innover, ou c'est pas forcément toujours une bonne idée? Mais je pense qu'il faut quand même être dans les premiers. Ça ne veut pas dire être forcément le premier, mais enfin, c'est sûr que, 5 ans avant, c'est un peu tôt, et 5 ans après, c'est un peu tard. Donc, il y a une période, une sorte de fenêtre, pendant laquelle l'idée flotte. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'une idée, elle n'est pas... déjà, elle ne vit pas... de manière totalement hors sol, elle vit avec son temps. Une idée qui va marcher, en général, elle germe dans la tête de plein de personnes en même temps. Donc en fait, ce qui va faire la différence ensuite, c'est l'exécution. Mais à partir du moment où on a une idée, ça veut dire que potentiellement elle est compatible avec le monde dans lequel on vit, parce qu'elle est venue justement, elle a été inspirée par tout cet environnement-là. Et à partir du moment où on va la développer, il va y avoir d'autres personnes qui vont la développer en même temps. Et là, c'est vrai qu'il faut courir assez vite. Donc il vaut mieux être dans les premiers. Après, le premier, pas forcément, mais il vaut mieux être dans les premiers que dans les derniers quand même. Donc si je vous entends bien, c'est à la fois un marathon et un sprint, l'entrepreneuriat. C'est un peu ça, ouais. Non, mais voilà, c'est une course rapide, assez longue. Absolument. Mais justement, Sandra, là aussi, pour Glowy, vous avez été une des premières à croire à la bioluminescence et justement investir dans cette biotechnologie. C'était dès 2014. Est-ce qu'il faut forcément avoir, là aussi, raison, la première pour savoir innover et être entrepreneur? Alors, être la première, en tout cas, il faut être capable d'aller au bout de l'idée les premiers. Nous, c'est vraiment d'une évidence, en fait, de se dire... Aujourd'hui, on a des technologies qui nous permettent de recopier la nature, de la comprendre et de la reproduire. Et puis, de l'autre côté, on a ces poissons qui savent faire de la lumière de manière biologique. Et en même temps, on a des villes qui ont besoin de réduire l'impact environnemental, de respecter la biodiversité. Et donc, voilà, c'est vraiment un croisement de circonstances qui fait qu'à la fin, on ça. Par contre, être les premiers, non, à avoir l'idée, puisqu'on retrouve des exemples très anciens sur notre sujet, de Pline l'Ancien qui disait qu'on pouvait utiliser la bioluminescence comme des torches. On retrouve aussi des Indiens d'Amérique qui enfermaient des insectes bioluminescents dans des cages pour s'éclairer. Donc en fait, l'idée, elle était là. Il fallait avoir un moment pour avoir les technos appropriés et être capable de reproduire et de des produits et le vendre à des clients. Si je vous entends bien tous les deux, il n'y a pas vraiment de prépa start-upper sur le marché de l'éducation, mais dans Mission Blablacar, justement, cet ouvrage sur les coulisses de la création du phénomène aux éditions Erol, Frédéric, vous partagez votre expérience, votre parcours, pas toujours forcément en ligne droite, et tant mieux d'ailleurs, pour outiller une prochaine génération d'entrepreneurs, des entrepreneurs et des entrepreneuses de la néo-génération qui vont avoir beaucoup de challenges à relever, climat, nouvelles technologies, encore une fois, à mettre sur le marché, démocratie aussi. Comment est-ce que vous voyez arriver justement ces entrepreneurs 4.0 ? Je pense qu'ils ont beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup d'outils, en même temps beaucoup de complexité aussi pour pouvoir maîtriser tout cet environnement aux multiples possibilités. Donc ce que j'ai voulu faire dans Mission Blablacar, c'est justement déjà donner un petit peu tout ce que moi-même j'ai pu comprendre et débroussailler en tant qu'entrepreneur, essayer de le formaliser un petit peu, synthétiser pour que ce soit plus simple à appréhender évidemment, et donc donner en quelque sorte quelques méthodes qui marchent, des méthodes qui marchent pas aussi, en mode voilà, j'ai essayé ça, bon, enfin vous pouvez réessayer si vous voulez, mais enfin ça risque d'être une perte de temps. Donc voilà, c'est tout le principe tout simplement de capitaliser sur l'expérience de la génération d'avant pour que la génération d'après soit plus performante.
Mais justement, échouer, parfois, ça apprend énormément plus de leçons, surtout quand Oui. on est à la tête d'une entreprise. Ouais, mais alors il y a deux manières d'avancer dans la vie. Effectivement, on peut soi-même échouer, apprendre et réussir. D'ailleurs, chez Blablacar, on a un principe qui dit fail, learn, succeed. Donc c'est exactement ça. On échoue, on apprend, on réussit. Ça, c'est la vitesse 1 en fait pour apprendre et pour grandir. La vitesse 2, c'est d'ailleurs symbolisé par un autre principe qu'on a chez Blablacar qui s'appelle share more, learn more. Plus on partage, plus on apprend. Et en fait, eh bien, on passe en vitesse 2 quand on apprend de l'expérience des autres. Ça va plus vite que de se prendre tous les murs soi-même. On peut se prendre tous les murs tout seul. Sauf que ça va prendre plus de temps que de regarder les échecs des autres et de se dire, tiens, je ne vais pas faire comme ça parce que je vais gagner du temps si je fais autrement. Donc apprenez des échecs de Frédéric Mazella, vous allez voir, vous allez gagner en temps fou si vous voulez lancer votre boîte. La créativité, on en parlait tout à l'heure, et ça, c'est une notion fondamentale. Oui, c'est ce qui fait aussi notre capacité à nous adapter aux nouveaux challenges. Je pense que justement l'époque, enfin on a mentionné quelques problèmes, que ce soit le changement climatique, que ce soit l'impact du numérique, ne serait-ce que sur le développement de nos cerveaux. Enfin, on voit ce que ça peut avoir comme effet aujourd'hui, ou bien même sur la stabilité des démocraties. Enfin, on voit qu'on a des challenges qui sont quand même très très sérieux pour notre époque. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que si on continue à faire exactement la même chose, ça ne marchera pas. Enfin, là, on voit bien toutes les tendances nous montrent que si on continue à faire exactement pareil, on ne s'en sort pas. Donc de toute manière, il va falloir innover, il va falloir être créatif, il va falloir faire autrement. Et donc c'est là où la créativité est extrêmement importante. Et avec la créativité, évidemment, les outils pour construire, articuler, aller au bout de l'idée, comme disait Sandra, de justement la réalisation de cette nouvelle chose qu'on a envie de voir venir pour résoudre les problèmes. De tout temps, tous les entrepreneurs ont résolu les challenges de leur époque. C'est pas nouveau, sauf que là, on a des challenges un petit peu plus grands. Être créatif et agile, c'est donc les bases même d'abord des années 2020, ça on l'a bien compris depuis 2 ans, mais aussi de l'entrepreneuriat. Sandra, je vais dévoiler un secret dans l'école du futur. Je vous ai vu il y a quelques semaines témoigner auprès des jeunes récipiendaires du Forbes 30 Under 30, qui est justement le concours qui récompense ces jeunes entrepreneurs et entrepreneurs de moins de 30 ans. Là aussi, l'idée de la transmission, c'était primordial pour vous ? Oui, l'idée, c'est vraiment de gagner du temps, de partager ce qu'on a vécu. Moi, j'ai commencé cette expérience-là, c'était mon premier travail, en fait. J'étais de étudiante à créatrice d'entreprise. Je connaissais rien à la biotechnologie, et donc le seul moyen de pouvoir avancer, n'ayant aucune expertise, c'était vraiment de prendre des conseils. Et donc, je me suis créé un réseau de gens à qui téléphoner quand vous avez un problème à résoudre pour demander leur avis. Aujourd'hui, donc pour moi, de partager cette expérience-là de manière historique presque, raconter ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi, comment est-ce qu'on s'est relevé, c'est hyper important pour justement faire gagner du temps aux autres, gagner de la performance. Les conseils qui font gagner du temps, évidemment, on les prend nous aussi ici dans l'école du futur. On va faire un zoom, si vous le voulez bien, sur l'économie numérique, puisque c'est justement l'écosystème qui nous anime. C'est un secteur qui va avoir besoin de talents. Regardez ces chiffres, 225 000 créations de postes dans le digital d'ici 2025. C'est ce qu'on attend très concrètement. Frédéric, où est-ce qu'on déniche celles et ceux dont la tech a besoin ? Alors c'est justement effectivement un grand challenge parce qu'on a une accélération de tout l'écosystème tech avec des sociétés qui sont maintenant à une maturité qui fait qu'elles sont capables de lever des grandes sommes d'argent de capital français ou internationaux et en contrepartie, eh bien, elles vont avoir besoin de gens pour déployer ce capital-là pour justement le transformer en beaux et grands projets. Effectivement, 225 000 créations d'emplois d'ici 2025, rien qu'en France, évidemment. En plus, c'est des postes à 90% en CDI, donc tout l'écosystème de start-up et de scale-up, enfin disons de toutes petites sociétés et de sociétés qui doivent grandir un petit peu plus, eh bien, va créer tout cela. Seulement, effectivement, on ne sait pas trop où les trouver aujourd'hui. C'est-à-dire que, et d'ailleurs avec France Digital, qui est l'association des start-up dont je suis coprésident entrepreneur, eh bien, on pousse pour aller développer des formations depuis le plus jeune âge dans le domaine du numérique sur un petit peu tout, c'est-à-dire non seulement évidemment le code, mais aussi la blockchain, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, enfin toutes les technologies qu'on voit déjà
comme importante aujourd'hui et qui se développe, de manière à avoir une prochaine génération mieux formée. Et puis au-delà de ça aussi, il faut penser à faire de la reconversion, parce que c'est quand même un petit peu étonnant, voire aberrant, d'avoir un secteur comme la tech qui est en pénurie quasi intégrale de talents, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de postes à pourvoir que de personnes en face, quand en fait on a d'autres industries qui, elles, ont le problème exactement inverse avec un taux de chômage élevé. Donc en fait, il y a des passerelles à créer aussi entre les métiers plus traditionnels et les métiers de l'industrie et le numérique. Donc en fait, c'est tout un chantier qu'on est en train d'articuler et qui est vraiment extrêmement prometteur justement pour l'emploi dans notre pays. Oui, qui s'appuie, si j'entends bien, aussi sur les secteurs stratégiques des technologies, de l'écosystème numérique, qui sont aussi identifiés par l'Europe et par la France comme des stratégies à porter au plus haut niveau. Vous parlez de cybersécurité, dans quelques semaines, dans quelques jours même, s'ouvre le campus cyber à la Défense, qui va rassembler tous les acteurs de la cyberdéfense, là encore une fois, industriels, start-up, scale-up, mais aussi formation. Concrètement, qu'est-ce qui nous manque comme brique, peut-être justement dans les apprentissages aujourd'hui, pour pouvoir parer, outiller tous ces talents ? En fait, on n'est pas trop mauvais en création de nouvelles choses. Là où on est moins performant que d'autres zones géographiques, que ce soit les États-Unis ou la Chine typiquement, c'est justement dans le passage à l'échelle, mais le vrai, c'est-à-dire avoir des sociétés qui ont créé quelque chose de bien, qui est devenu moyen et qui devient grand, voire très grand. C'est-à-dire qu'on voit très bien que très souvent, sur tout un tas de nouvelles technologies diffusées au plus grand nombre, eh bien, on va utiliser des solutions qui ne sont pas françaises. Alors il y a des exceptions évidemment, enfin, il y a Blablacar, il y a Doctolib, il y a Back Market, et tout un tas de sociétés, mais en fait, globalement, en tout cas dans les services grand public, ça se voit encore plus. On a des géants tech qui ne sont pas européens, pas suffisamment. Donc en fait, c'est ce challenge-là qu'on doit relever tous ensemble, c'est notre capacité à aller créer justement des très très grandes sociétés technologiques qui fournissent un service à tout le monde et qui sont made in France ou made in Europe. Et puis ça tombe bien, puisque la France a donc pris la présidence de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2022. Est-ce que là aussi, on peut s'attendre à ce que cette présidence française appuie des démarches qui puissent pousser l'innovation et, en matière de régulation, ne plus bloquer l'innovation, parce que c'est un reproche qu'on fait très souvent aux régulateurs? Oui, alors il peut y avoir une notion de blocage, mais il y a aussi tout simplement une notion de retard à l'allumage aussi, parce qu'en fait en Europe, on a interprété notamment la bulle Internet de 2000 de manière totalement différente de la manière avec laquelle les Américains typiquement l'ont interprété. Les Américains, ils ont juste vu ça comme un petit incident de parcours en se disant on a été un petit peu vite, on a anticipé un petit peu rapidement. Nous en Europe, on s'est dit ah oui non mais donc c'est la preuve qu'en fait Internet ça sert à rien et ça marche pas. Donc du coup on n'a pas investi, on n'a pas suffisamment investi, on a pris encore plus de retard. Donc on est en train d'essayer de rattraper tout ça. On s'est rendu compte maintenant, oui, je pense que là c'est clair pour tout le monde, que les nouvelles technologies, et notamment Internet, avaient beaucoup de valeur à apporter à tout le monde et à des services et à de l'efficacité. Et après, évidemment, il y a un enjeu, non seulement de créer, comme je le disais, des géants technologiques made in Europe, mais aussi de faire en sorte que ces services-là nous fassent progresser en tant que société dans le bon sens. Donc ça, c'est peut-être justement les valeurs plutôt européennes, historiques, avec l'ADN français et européen qu'il faut mettre dans la technologie pour amener cette couche, j'ai envie de dire, proche de nous, humaine, telle que l'Europe est capable de le produire dans la technologie. Sandra, cette Europe du numérique qui porte haut des couleurs et surtout des valeurs, c'est une Europe et c'est justement un écosystème numérique auquel vous adhérez, que vous avez aussi envie de porter avec le oui? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, la vision, très vite, on s'est rendu compte que notre vision devait être européenne. Et d'ailleurs, on a été très soutenus par la Commission européenne, notamment sur le plan de financement, qui finance des entreprises qui ont la capacité à créer des nouvelles industries, dont le fleuron est européen, qui vont aider à faire progresser l'Europe sur le plan économique. Et donc, pour nous, c'est à la fois une notion de devoir, de pouvoir diffuser tout ça à l'échelle européenne et en même temps de recevoir ce soutien. Pour pouvoir développer la technologie un maximum et créer vraiment un élan européen. Merci infiniment. On continue justement à parler d'Europe, de valeurs, de numérique, et puis vous verrez dans quelques minutes, on va partir dans un monde peut-être pas si féerique que ça, celui des licornes. Mais d'abord, c'est le moment de faire un tour du côté de la planète tech. Des images, des vidéos, évidemment, c'est le Zap avec Cheryl Jessica Isengé.
le plateau de l'École du futur, toujours avec Frédéric Mazella. Frédéric, vous êtes fondateur de Blablacar et vous sortez aux éditions Erol Mission Blablacar, les coulisses d'un phénomène. En duplex également avec nous toujours Sandra Ray, CEO et fondatrice de Glowy. Avant de continuer à décrypter la vie des entrepreneurs du numérique avec vous, messieurs, dames, Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech. Alors Jeanne, je le disais, on va repartir dans l'espace avec toi puisqu'on en parlait déjà la semaine dernière. Espace et artistes, cette fois-ci à l'heure de la conquête spatiale. Et oui, et juste pour rebondir tout à l'heure sur ces notions d'échec pour réussir, Beckett disait « échoue, mais échoue mieux ». Et la tech, et forcément la NASA a échoué avant de... Je vous demande d'imaginer qu'on est le 21 juillet 1969 et ça y est, Apollo part de la Terre et arrive sur la Lune et nous passons de l'Homo sapiens à l'Homo spacius. Waouh! À quoi ressemblent donc ces premiers Homo spacius et surtout les premiers vaisseaux? Eh bien, on a tous en tête des vaisseaux tels qu'ils ont été représentés dans le cinéma, tels qu'ils ont été représentés dans la science-fiction. Par exemple, on a en tête 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick. En réalité, c'est pas du tout ça. L'intérieur d'un vaisseau, c'est quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire qu'il y a des câbles, il y a des scratchs, il y a des choses comme ça pour accrocher tous les objets afin qu'ils ne volent pas. Et ça veut dire quoi concrètement? Que le confort même de l'astronaute n'était pas prévu à l'époque? Eh bien, j'étais un peu triste de faire ce constat et donc je suis allée à la Cité du Design de Saint-Étienne voir une exposition qui s'appelle Homo Spacius et qui traite justement des grandes figures d'artistes et de designers qui ont accompagné la conquête spatiale. Et en pleine guerre froide, on a deux figures qui se dessinent. On a aux États-Unis Raymond Lévy et face aux États-Unis, on a Galina Balachova pour la Russie. Et pour comprendre ce changement qui s'opère, j'ai interrogé Michel Fopp, le commissaire de l'exposition, mais aussi le sous-directeur anticipation et émergence au Centre national d'études spatiales. L'arrivée de Raymond Lévy et de Balachova, c'est une vraie confrontation entre designers et ingénieurs. C'est-à-dire que les ingénieurs découvrent que, alors c'est une citation de Galina Balachova, mais ils découvrent que pour vivre dans l'espace, il faut aussi pouvoir s'asseoir, pouvoir avoir un temps de repos, voilà. Balachova, c'est la première femme qui intervient dans ce domaine. Elle va créer une révolution dans l'industrie de l'aérospatiale. C'est la seule femme de l'OKB1, qui est le bureau d'études aéronautiques russe. Elle est partisane d'une architecture tournée vers l'homme. Et par exemple, elle va insister pour qu'on ait des cellules individuelles et créer un code couleur qui va correspondre à donner une verticalité à un espace sans aucune direction. Elle va créer ce code couleur à partir du sol vert, elle va créer les murs jaunes et un plafond bleu. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point la gravité, c'est tout pour l'homme. C'est-à-dire à quel point ça dessine nos corps, à quel point ça dessine aussi nos comportements sociaux. Est-ce que s'il n'y avait pas de gravité, est-ce qu'on aurait un cercle social? Est-ce qu'on serait des prédateurs? Est-ce qu'on pourrait chasser un gnou comme ça en allant à travers l'espace? Est-ce qu'on serait en couple si on flottait les uns très très loin des autres? Aucun gnou n'a été sacrifié pendant cette chronique, je tiens à vous le dire. Toi, ça fait longtemps que tu sacrifies les gnous, je le savais, Frédéric Mazella. Est-ce que ça veut dire à partir de là, d'ailleurs, Jeanne, que le vaisseau devient une affaire visuelle? Eh bien oui, ça a toujours été l'espace un enjeu de représentation de la puissance du pays qu'il développe. Et pour chaque mission, il y a un travail de communication, des photographes, parfois des vidéos. Et Balachova, elle en témoigne. À un moment, elle voulait faire des fauteuils et des coussins verts, rouges, mais on lui a dit le rouge à la télé, ça ressemble à du noir, c'est pas possible, tu vas nous prendre du vert maintenant. Et ça change l'aspect comme ça des vaisseaux. Et ça veut dire quoi pour le deuxième designer que vous citiez de cet espace game? Et bien justement, face à la rigueur communiste russe, on a Raymond Lévy, un French designer émigré aux États-Unis qui enchaîne toutes les grandes campagnes visuelles des States. Il a créé la bouteille de Coca-Cola, le logo de Newman, l'habillage de l'Air Force One, c'est lui. Le paquet de Lucky Strike blanc, c'est lui aussi. Et aussi le petit film plastique qui rend les cigarettes si attirantes, malheureusement. Et en 67, la NASA fait appel à lui pour lui donner la réalisation de son Skylab. On rappelle que fumer, c'est mal, mais quelles sont les innovations justement qu'il va apporter aux navettes?
Eh bien, beaucoup. C'est lui qui va vouloir créer des couleurs vives pour éviter l'ennui visuel des astronautes. Il va aussi se battre pour qu'il y ait une table autour de laquelle mangeraient les astronautes, et il la crée ronde afin de ne pas créer de situation que l'un prenne le dessus sur l'autre, de hiérarchie humaine et donc de tension. Et je crois qu'il avait voulu certaines ouvertures, si je ne me trompe pas. Tout à fait. En fait, c'est aussi lui qui s'est battu pour qu'il y ait un hublot dans la station Skylab. Avant, il n'y en avait pas. On était enfermés totalement en autarcie. Et il va y en avoir 6 qui vont être construits. Et seulement un hublot, un simple hublot comme ça. C'est un hublot, mais c'est un hublot rond déjà qui ressemble exactement à la forme de la Terre et donc qui est une espèce de cadre adapté à son sujet. Mais c'est aussi quelque chose d'important qui va nous mener plus tard à cette réalisation de l'ISS, cette cupola qui est donc une coupole presque baroque, qui signifie un changement de paradigme qui s'est opéré à travers le temps. Au départ, on était dans un Earth to Space, on rêvait de conquérir l'espace, et maintenant, on a tendance à aller du Space to Earth, c'est-à-dire vouloir en fait remettre au cœur de nos préoccupations écologiques l'espace qui nous sert à observer la Terre pour la comprendre et pour mieux la protéger. Bon, alors Elon Musk et Jeff Bezos peuvent donc dire merci à Raymond Lewis, ça on l'aura compris. Fred Mazella, ça vous intéresse parce que je sais que vous avez commencé votre carrière comme chercheur à la NASA. Et d'ailleurs, dans votre ouvrage, eh bien, il y a une préface de Thomas Pesquet, Depuis l'espace en effet, qui dit que votre point commun, vous à tous les deux finalement, c'est la mission, c'est rêver, c'est oser y croire, c'est travailler en sollicitant toutes ses facultés. Oui, parce qu'en fait, il y a une idée justement de mission, c'est-à-dire de projet assez long. On en parlait tout à l'heure, rapide mais assez long, sur le fait que quand on a une idée en tête, quand on a une idée de création d'un nouveau projet qui doit exister dans la société, ou quand on a une idée, d'aller dans la Station spatiale internationale, en fait. C'est pas une idée, c'est pas un coup de tête qu'on a en se réveillant un matin. C'est un projet qui dure 10 ans. Faut pas croire que, y compris créer. On voit des choses qui vont assez vite aujourd'hui, mais en fait, en vrai, derrière construire quelque chose de solide, ça prend toujours du temps et ça prend des années. Et bien, c'est pareil. Aller dans l'espace, ça prend en fait 10 ans avec 8-9 ans de préparation, et puis après, on y va. Et dans une start-up qui devient scale-up, c'est pareil. C'est un long chemin. Donc, il y a une notion de mission dans laquelle justement, on est très focalisé sur son but et on va déployer à peu près tout l'arsenal de nos facultés, que ce soit physique ou mentale, pour arriver à ce but-là. Et on va chercher plein de choses pour compléter, faire en sorte que quelque chose qui ne marchait pas se mette à marcher, trouver une autre solution quand la solution d'avant ne marchait pas, contourner par-dessus, par-dessous, à droite, à gauche, faire tout ce qu'il faut pour passer la montagne. Du Krav Maga de l'entrepreneuriat. On le voyait avec Jeanne, justement. Les designers, ou plutôt l'espace, voit beaucoup aux designers. Qu'est-ce que l'espace, ou plutôt qu'est-ce que les entrepreneurs doivent à l'espace ? Je pense que une notion très importante justement quand on est entrepreneur et qu'on a une idée qui peut potentiellement être très grande, c'est d'avoir une vue d'ensemble. Et je pense que le côté spatial nous fait comprendre que la Terre c'est un tout. C'est un écosystème à lui tout seul, nous montre que tout ce qu'on voit en petit peut être vu d'une autre manière quand on le voit de très très loin et en très très grand, nous fait comprendre que rien n'est infini non plus, et donc nous amène une forme de pragmatisme, de réalisme. Donc je pense qu'effectivement il y a pas mal de parallèles entre ce que l'espace nous apporte comme compréhension et ce que l'entrepreneur doit comprendre pour mener à bien sa mission. Et je vous avais promis qu'on parlerait dans cette deuxième partie d'émission d'un monde peut-être pas si féerique que ça, celui des licornes. Et bien c'est parti. Et on démarre justement avec une question qui suscite bien des fantasmes auprès des startups, c'est celui des levées de fonds. Les jeunes pousses françaises qui ont levé quelques 11,5 milliards d'euros en 2021, c'était déjà une année record. Eh bien, depuis le 1er janvier, on en est déjà à 2 milliards, Frédéric. La levée de fonds, c'est une fin en soi ? Non, c'est comme tout
ce qui se trouve sur le parcours de l'entrepreneur, c'est un moyen. Donc, en fait, voilà, quand on a besoin de grandir vite en avance de phase, eh bien, on prend du capital en avance pour justement pouvoir recruter et aller plus loin. C'est pas du tout une fin en soi et en plus, c'est même pas adapté à tous les projets. C'est-à-dire qu'il y a plein de projets qui n'ont pas du tout besoin d'aller lever du capital de ce type-là et encore moins dans ces proportions-là. C'est-à-dire que quand vous avez un projet qui demande une innovation ou une accélération rapide, oui, il faut aller chercher ce genre de capital-là pour pouvoir progresser. Mais quand vous avez un projet qui, et ça arrive assez souvent, est capable de s'autofinancer dès le début, il y a généralement pas besoin d'aller lever ce genre de capital d'accélération. Il faut voir que ces montants-là, ce sont des montants, c'est du capital d'accélération. Ce n'est pas du capital forcément uniquement de construction. Le capital de construction est généralement plus petit d'ailleurs. C'est les montants qui peuvent être levés par les startups initialement. Ça va être 500 000 euros, 1 million, 5 millions. Mais quand on arrive dans des montants comme ceux dont on entend parler là, qui sont des centaines de millions, c'est du capital d'accélération et donc c'est une forme spécifique de croissance. Sandra, pour Glowy, vous avez choisi un autre modèle. Vous le disiez tout à l'heure en première partie de cette émission, c'est notamment la Commission européenne qui vous a aidé à financer au départ une partie de l'accélération de Glowy, 1,7 million d'euros si je ne m'abuse, dans le cadre d'un projet sur la transition énergétique. Et puis vous avez aussi eu recours cet automne au financement participatif. Vous avez proposé à des particuliers de devenir vos investisseurs citoyens. Oui, c'est toujours le cas d'ailleurs. En fait, la démarche, elle est de se dire que pour faire cette révolution qu'on cherche à opérer, il faut réussir aussi à embarquer les citoyens, puisque c'est eux qui doivent aussi accepter cette solution de rupture. Et le financement participatif, pour ça, est très intéressant. Ça permet à n'importe quel citoyen qui croit dans le projet d'investir en fait à partir de montants qui sont de 100 euros. Et ça nous permet, nous, ensuite, de créer une communauté derrière sur lesquelles se baser et qui peuvent nous aider à développer, qui sont des vrais ambassadeurs. Par contre, c'est un financement qui n'est pas forcément, une fois de plus, comme tous les autres types de financement, adapté à toutes les initiatives. Nous, on a un projet qui parle aux citoyens assez facilement, qui les touche aussi. Et donc, c'est un projet sur lequel on peut se permettre ce financement-là. Comme d'ailleurs, ça fait de la biotechnologie et de la deep tech, on peut se permettre aussi d'aller solliciter des financements publics pour financer la recherche. Mais de plus, c'est vraiment le financement, c'est très difficile des entreprises. Si on peut se passer d'avoir des investisseurs externes, tant mieux, et on peut gérer cela. C'est une croissance qui est peut-être plus douce, mais qui est aussi très solide. Il faut donc avoir recours à une boîte à outils finalement de l'investissement et savoir utiliser le bon qui est approprié à sa solution de développement à l'instant T. Autre actu évidemment de cet écosystème français, eh bien, c'est celui de pousser des cocoricots quasiment tous les jours. En ce moment, l'Hexagone compte désormais 26 licornes. Alors, ces licornes, ce sont ces startups et scale-up valorisées à 1 milliard de dollars ou 1 milliard d'euros. La dernière en date, c'est le spécialiste des robots Exotech ou la fintech pour entreprise Spendesk. Frédéric Mazella, c'est si important d'être une licorne, vous qui en avez été une au tout début justement de la fédération de cet écosystème français, c'était en 2014. Je pense que surtout c'est un indicateur de croissance de l'écosystème de manière générale. C'est bien qu'on ait une accélération de ces sociétés justement qui sont plus grandes, qui ne sont pas ou plus des startups, qui sont vraiment des sociétés qui commencent à livrer avec impact toutes les solutions qu'elles avaient imaginées. En revanche, il faut aussi voir que on est que le 3e pays d'Europe sur les nombres de licornes. Donc, il faut quand même garder les proportions. Il y en a plus de 50 au Royaume-Uni et il y en a plus de 30 en Allemagne. Voilà. Il faut rappeler qu'aux États-Unis, il y en a quasiment 650. Donc, en fait, c'est très bien d'en avoir 25, 26, 27, 30. C'est très bien. Enfin, c'est ce qui se passe dans les grands écosystèmes, mais on a encore du chemin à faire. Le ratio nombre de licornes par nombre d'habitants en France, il est encore 5 fois inférieur en France à ce qu'il est aux États-Unis. Donc, on est encore en train de rattraper. C'est bien, ça va nous donner des nouveaux services made in France, made in Europe pour tout notre territoire. Mais il faut garder en tête qu'on a encore pas mal de retard et que c'est pas non plus une fin en soi, mais ça donne un indicateur de la taille de l'écosystème. Qui est d'ailleurs, c'est la conséquence d'une maturité qu'on a vu venir ces dernières années. Enfin, c'est évidemment tout l'écosystème de start-up dont on s'occupe depuis des années d'ailleurs avec France Digital, qui aujourd'hui est à un niveau de maturité qui fait que maintenant, voilà, ça se voit un peu mieux, ça se compte et ça a une taille un peu plus grande. Donc si je vous entends bien, il y a un effet de traction pour l'ensemble de cet écosystème. Il y a aussi le fait de pouvoir montrer les muscles parfois face à d'autres start-up nations.
Je sais pas. Je le vois pas forcément comme ça. Je le vois comme une possibilité de s'équiper avec les outils dont on a besoin aussi pour d'autres considérations. Enfin, on peut en parler. Je sais pas si on va en parler, mais sur tout ce qui est souveraineté. Enfin, maintenant, c'est un petit peu le sujet dans le sens souveraineté, pas seulement souveraineté numérique, parce qu'on le mentionne comme ça, mais aussi souveraineté tout simplement tout court pour un pays, c'est-à-dire de pouvoir décider de son futur. Vous vouliez d'ambiancer dans un instant. On parlera justement de souveraineté. On se demandera si au-delà de la position politique, c'est aussi des enjeux de business qui se cachent derrière. Mais d'abord, Sandra, être licorne un jour, c'est le Saint Graal pour vous vraiment ? Non, c'est pas une fin en soi. Le Saint Graal, c'est de développer la solution de la manière la plus large possible, quel que soit le moyen d'utiliser pour y arriver. Il faut se rappeler aussi qu'on est une licorne quand on lève des fonds, parce que c'est à ce moment-là qu'on fige une valorisation. Donc, on peut aussi avoir une entreprise qui fonctionne très bien, qui est extrêmement rentable, qui crée beaucoup d'emplois, et pour autant qui n'est pas une licorne parce qu'elle n'est pas passée par ce système de valorisation. Donc, le but en soi, c'est de se développer au maximum. Ça doit passer par des grosses levées de fonds et donc de devenir une licorne, c'est super. Et si ce n'est pas le cas, ça va très bien aussi. Et justement, je voudrais vous partager à tous les deux ici, sur ce plateau dans l'École du Futur, le post LinkedIn d'une entrepreneuse. Elle s'appelle Cynthia Bernard. Elle est CEO de Leo Square. C'est un chasseur de bureaux 4.0 en quelque sorte. Et c'est un véritable cri du cœur. Voilà ce qu'elle dit en somme. Je n'ai pas créé de licorne. Je n'ai aucune idée de la valorisation de Leo Square, mon entreprise. Je ne passe pas dans les médias. Mais je suis fière de nos petites boîtes. Le succès ne se mesure pas au montant levé. Est-ce qu'on est d'accord aussi avec cette idée-là, Frédéric ? Mais complètement, puisque ça rejoint le sujet du fait que le capital d'investissement type VC, dont on parle beaucoup, qui crée des levées de fonds à plusieurs centaines de millions, c'est une méthode de financement. Faut pas oublier que le meilleur argent qui rentre dans une société, c'est l'argent des clients. C'est pas forcément l'argent des investisseurs, c'est pas non plus l'argent des subventions. Pourquoi est-ce que le meilleur argent qui rentre dans une société, c'est l'argent des clients ? Parce que ça veut dire que la société est utile, puisqu'il y a des gens, des clients qui payent pour avoir ce service-là, et que non seulement ça démontre l'utilité de la société, mais en plus, au-delà de lui faire rentrer de l'argent pour pouvoir évidemment payer toutes les personnes qui construisent des services, ça lui donne un client, c'est-à-dire quelqu'un qui va être exigeant et qui va faire progresser son produit ou son service. Donc en fait, c'est aussi un gage d'innovation et de progression. Donc en fait, si on doit catégoriser toutes les formes d'argent, enfin en tout cas d'énergie qui peuvent rentrer dans une société pour la faire grandir, de très très loin la meilleure, c'est l'argent qui vient des clients, et toutes les autres, après que ce soit des subventions, des investissements ou toute autre forme d'emprunt, en fait c'est pas ce qui compte le plus. Donc, mais encore une fois, c'est des formes de développement différentes. Attention donc à la poudre aux yeux numériques qu'on peut parfois jeter aussi dans cet écosystème, à la course aux licornes et aux valorisations. Parfois, avoir une boîte qui est rentable, ça fonctionne aussi très bien. Autre question, parce que, je ne vous le cache pas, on est en 2022. 2022 sera numérique ou ne sera pas, notamment, vous le disiez pour France Digital, le mouvement d'entrepreneurs de l'économie numérique française, dont vous êtes un des fondateurs et vice-présidents. À l'approche de l'élection présidentielle, justement, vous alertez sur le rôle du prochain gouvernement qui devra, selon vous, se montrer non seulement ambitieux, transformer les licornes dont on parlait en dragons et attirer plus de capitaux sur le territoire français. Tout ça dans le même programme. Oui, et surtout la formation, l'éducation et la reconversion, qui sont les problématiques qu'on a mentionnées tout à l'heure, parce qu'en fait, lever de l'argent, c'est très bien, mais ce qu'il faut, c'est ensuite le transformer justement en produits et en services, et tout ça, c'est les hommes et les femmes qui le font. Ce ne sont pas les machines toutes seules, en fait. Tout ne marche pas tout seul, sinon vraiment, on n'aurait plus besoin de nous. C'est pas du tout le cas. On a encore besoin de tout construire, et au-delà de ça, c'est justement ça qui est fascinant, c'est que l'humain est dans la couche de créativité, de développement qui vient se poser sur les machines, et donc le but c'est d'avoir véritablement une tech au service de l'homme et pas l'inverse. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un candidat ou une candidate, on les entend quand même relativement peu parler d'innovation et parler de numérique pour l'instant au stade où on est la campagne, mais est-ce que l'un ou l'une d'entre eux et d'entre elles pourrait porter ce message de façon plus prépondérante que d'autres ? À ce stade, nous, ce que l'on fait, y compris avec France Digital, on fait deux choses. D'une part, on a
envoyé un manifeste des startups avec 37 mesures conseillées au futur président ou à la future présidente de manière à être sûr que le numérique fasse partie de l'équation, parce que si le numérique ne fait pas partie de l'équation, en fait, on fait une énorme erreur, y compris en termes de souveraineté, on en parlait tout à l'heure, par rapport aux autres pays. Et au-delà de ça, on organise aussi le 9 mars prochain un pitch de tous les candidats à la présidentielle, justement sur le sujet du numérique. On les fait pitcher, puisque c'est un petit peu la mode dans le domaine des... C'est votre lot quotidien, finalement. Bah oui, voilà, nous on fait 1000 pitchs par an presque sur nos sociétés, et donc du coup on demande aux candidats de venir nous pitcher leur vision et leur programme pour le numérique, tous ensemble enfin tous ensemble, les uns après les autres quand même, mais pour voir justement leurs mesures, enfin ce qu'ils ont envie de faire, au-delà du fait qu'en parallèle, nous on leur conseille pas mal de choses. Rendez-vous le 9 mars donc pour l'audition, les pitchs de ces candidats et candidates à l'élection présidentielle française avec France Digital. Sandra, pour vous aussi, ces propositions de candidats, de candidates, cette année numérique, ce focus sur 2022, il est important pour porter le message justement de cet écosystème, cet entrepreneuriat français? Oui, il est hyper important et je voudrais rajouter un élément à l'équation entre l'entrepreneuriat et le numérique, c'est le design. Et je suis très contente qu'on en ait parlé tout à l'heure et qu'on ait mis à l'honneur des designers qui sont des entrepreneurs et qui permettent justement, comme le disait Frédéric, de mettre la tech au service de l'homme. Je suis depuis quelques semaines présidente du Conseil national du design, qui a été créé par le ministère de la Culture et de l'Économie. Et donc, c'est aussi notre rôle dans le cadre de ce conseil d'intégrer le design, de lier le design, le numérique et l'entrepreneuriat pour pouvoir transformer notre société, et notamment auprès des futurs candidats à la présidentielle, s'assurer que tout ça, c'est très cohérent et qu'on est capable de transformer la société avec les compétences que nous avons aujourd'hui, tous ces corps de métier extrêmement complémentaires. L'entrepreneuriat, c'est la vie. Merci infiniment, Sandra, pour ce message. Merci d'avoir été l'une de nos invitées de cet épisode de l'École du futur. Merci infiniment, Jeanne. Et tu vois, le design est au centre de tout. Tu le savais dès le départ. Merci infiniment, Frédéric Bazet, là aussi d'avoir fait un tour par le plateau de l'École du futur. Si vous voulez tout savoir de l'entrepreneuriat et des coulisses du lancement de Blablacar, c'est Mission Blablacar, les coulisses de la création d'un phénomène aux éditions Erol. Et vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux avec le compte School TV, le hashtag l'École du futur. Et on se retrouve dès demain ici en studio.